À travers l'histoire et dans le monde entier, il exista des combattants qui se distinguèrent par leur habileté exceptionnelle et leur mortalité au combat, gagnant une réputation capable d'insuffler une peur panique à leurs ennemis. Dans cette vidéo, nous ne mentionnerons pas des groupes de guerriers en général, comme par exemple les hordes mongoles de Gengis Khan, les Gurkhas d'Inde ou les guerriers aigles et jaguars de l'Empire aztèque. Nous ne parlerons pas non plus de chefs militaires légendaires qui ont remporté des victoires impressionnantes grâce à de brillantes stratégies, mais sans avoir eux-mêmes affronté personnellement des dizaines d'ennemis au combat. Non, nous allons plutôt nous concentrer sur des individus spécifiques, qui grâce uniquement à leur incroyable aptitude au combat, sont entrés dans l'histoire comme certains des soldats les plus redoutés sur le champ de bataille. Hannibal Millet est considéré comme le soldat portugais le plus décoré de la Première Guerre mondiale, et l'un des rares à avoir reçu la prestigieuse Ordre de la Tour et de l'Épée pour sa bravoure, sa loyauté et son mérite. Surnommé le soldat million, ça claque, en raison de sa mortalité au combat, perçue comme équivalente à celle d'1 million de soldats. Millet devient célèbre après avoir participé à la 4e bataille d'Ypres, où, armé de sa mitrailleuse et sous un feu ennemi intense, il repoussa à lui seul l'assaut de 2 régiments allemands, tout en couvrant la retraite de ses compagnons. La légende veut qu'il ait hurlé à son commandant, il lui vaudra quelques années plus tard « Foutez le camp, je vous couvre !» Seul et déterminé, il resta à son poste jusqu'à l'épuisement complet de ses munitions. Coincé derrière les lignes ennemies pendant 3 jours, il continua le combat en récupérant les cartouches sur les dépouilles de soldats morts. Les Allemands, effrayés par les pertes que Millet leur avait infligées et pensant qu'un bataillon complet les tenait en échec, choisirent de contourner sa position et de le laisser tranquille. Quelques mois après ce premier exploit, Millet repoussa un nouvel assaut ennemi, permettant cette fois à des prisonniers écossais d'échapper aux Allemands. Un exploit pour lequel il fut décoré de nombreuses médailles, dont la Légion d'honneur française. Tzitza-Calzin, capitaine de haut rang de la tribu des Tlatelolca, est entré dans l'histoire comme l'un des guerriers aztèques les plus féroces et astucieux. S'étant distingué par l'élimination de dizaines de conquistadors espagnols et de soldats tzaltèques, des ennemis des Aztèques, lors de combats pour la défense de la capitale, Tenochtitlan. Il fut capable, avec ses hommes, de repousser plusieurs incursions espagnoles, forçant l'ennemi à battre en retraite, malgré leur supériorité technologique, vers leurs embarcations et à fuir le champ de bataille. Rapidement, Tzitza-Calzin fut désigné comme une cible de grande valeur par l'armée d'Herman Cortés, mais ils ne réussirent jamais à le capturer, car le guerrier aztèque changeait fréquemment d'apparence et de tenue entre les combats, déstabilisant l'ennemi. Son accessoire préféré, de simples postiches en plume d'aigle, et hop, ça faisait le taf. Il est souvent mentionné aux côtés des capitaines aztèques Temoxin et Tzozekmin en raison de sa grande férocité au combat, de son absence totale de peur et sans oublier les lourdes défaites qu'il infligea aux conquistadors. À ce jour, le destin final de ce redoutable guerrier reste inconnu. Miyamoto Musashi, épéiste, philosophe, stratège, écrivain et ronin japonais, qui à la fin de sa vie avait atteint un impressionnant record d'invincibilité dans 61 duels. Musashi remporta le premier d'entre eux contre un adversaire plus âgé que lui, le maître samouraï Harima Kie, à l'âge de 13 ans, oui, de 13 ans, en utilisant, selon la légende, une simple épée de bois contre la lame de son ennemi. Peu après ce combat, il quitta l'école et son foyer pour se consacrer à un long voyage à travers le Japon, dans le but de perfectionner ses compétences. Bien que Miyamoto Musashi ne puisse être considéré à proprement parler comme un soldat, il fut un ronin, un samouraï sans maître. Samouraï qui, durant des décennies d'errance, vainquit des dizaines de guerriers parmi les plus expérimentés du Japon, se forgeant une terrible réputation d'invincibilité. Petite fun fact que personnellement j'adore, il fut aussi le créateur de la légendaire technique du Kenjutsu Ningen Iryu, qui consiste à combattre avec 2 sabres simultanément, un long, le katana, et un court, le wakizashi. Michael Wittmann, commandant de char de la Wehrmacht allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, est également connu sous le nom de Baron Noir. Sa réputation est due à ses manœuvres de guerre mécanisées, aussi astucieuses que mortelles, qui firent de lui l'un des commandants de Panzer les plus décorés de son époque. Ce tankiste allemand est particulièrement célèbre pour l'embuscade qu'il tendit à la 7e division blindée britannique lors de la bataille de Villa Costa.
Au cours de cette bataille, aux commandes d'un puissant Tiger I, il parvint à détruire 14 chars, 15 transports blindés et 2 canons anti-chars ennemis en environ 15 minutes. Mais il ne faut pas penser que c'est le seul moment où il a brillé. À ce moment-là, Wittmann était déjà très connu en Allemagne et parmi les nations belligérantes en raison de sa grande habileté au commandement de chars de combat. Au total, il est crédité d'un record impressionnant de 138 chars ennemis détruits, ainsi que de 132 pièces d'artillerie anti-chars. Lucius Siccius Dentatus, militaire et homme politique du 5e siècle avant Jésus-Christ, est considéré, en raison de ses exploits militaires incroyables, comme l'Achille romain. Il commença sa carrière militaire à l'âge de 17 ans, et au cours de plus de 40 ans de service, il participa à 120 batailles, fut blessé à 45 reprises et tua lui-même 300 soldats ennemis. En reconnaissance de ses exploits, Lucius reçut en tout 170 décorations, dont la couronne Graminées, la plus haute distinction militaire romaine, qui, soit dit en passant, ne fut décernée que 9 fois dans toute l'histoire de Rome, République et Empire compris. Bien qu'il soit né plébéien, c'est-à-dire non noble, Dentatus devient une véritable icône militaire. Il fut également reconnu pour sa défense acharnée de l'égalité entre la noblesse et les plébéiens, ce qui lui valut de nombreux ennemis politiques dans sa propre nation. Et comme beaucoup avant lui dans le Rome antique, il mourut assassiné à l'âge de 60 ans, en prenant soin d'emporter avec lui 15 des 25 hommes envoyés pour le tuer. Pas mal pour un vieux, hein. Il aurait eu 2-3 trucs à apprendre à un autre Romain assassiné. Ludmila Pavlyuchenko, née le 12 juillet 1916 en Ukraine, servit pendant la Seconde Guerre mondiale comme sniper dans l'Armée rouge. Elle fut sans aucun doute la femme soldat la plus efficace et meurtrière de ce conflit, avec 309 éliminations confirmées. Dans sa jeunesse, elle travaille comme ouvrière à l'usine d'armement de Kiev. Après s'être mariée, avoir eu un enfant, être devenue athlète distinguée à l'université et avoir obtenu une maîtrise en histoire, son grand intérêt pour les armes la mena à rejoindre un club de tir local pour finir par suivre une formation de tireur d'élite dispensée par l'armée soviétique. Elle s'engagea dans l'armée en 1941, immédiatement après le déclenchement de l'opération Barbarossa, et ne tarda pas à se faire remarquer en obtenant 187 éliminations en l'espace de 3 mois lors de la bataille d'Odessa. Finalement, Ludmila fut obligée de se retirer du front après avoir été grièvement blessée par un tir de mortier en 1942. Après la guerre, elle reprit sa carrière d'historienne, mais non sans avoir été nommée héroïne de l'Union soviétique et décorée 2 fois de l'ordre de Lénine. Erich Hartmann, mieux connu comme le pilote le plus titré de l'histoire de la guerre aérienne, a effectué plus de 1400 missions et participé à un total de 825 combats aériens durant la Seconde Guerre mondiale. Son tableau de chasse est juste hallucinant. Il a abattu 352 avions soviétiques ainsi que 7 avions américains. À titre de comparaison, le meilleur soldat japonais de la guerre a totalisé 80 victoires. Le meilleur pilote soviétique 66, américain 40 et britannique 38. Même en additionnant toutes les victoires de ces pilotes à d'autres as comme français ou mexicains, on n'atteint pas le score d'Hartmann, c'est dire le talent. Ce pilote d'élite n'a jamais été abattu par les Alliés et fut l'un des 27 soldats de son pays à recevoir la plus haute décoration militaire allemande, la croix de chevalier avec feuille de chêne, glaive et brillant. Simo Häyhä, le tireur d'élite le plus meurtrier et soldat le plus redoutable de l'histoire. Originaire de Finlande, il participa à la guerre d'hiver, oui c'est le nom, entre son pays et l'Union soviétique. Il fut responsable de plus de 505 éliminations ennemies à lui seul, entre le 30 novembre 1939 et le 13 mars 1940, soit presque 5 morts par jour en moins de 3 mois. Né dans une famille de fermiers et chasseurs, Simo s'imposa rapidement comme un tireur sportif de haut niveau, en remportant de nombreuses compétitions dans sa province natale. Déjà affûté de ses compétences presque inhumaines en tir de précision, il devint redoutable pendant la guerre, équipé de son fusil Sako M28. Équipé de ce fusil, il réussit à obtenir le score terrifiant de 505 cibles abattues. Et ça, ce que je ne l'ai pas mentionné, faut vous garder un peu de surprise, sans l'aide d'une lunette télescopique. Oui, vous avez bien entendu. Le gars est le plus grand sniper de l'histoire, mais il n'utilise pas de lunettes télescopiques. Finalement, grièvement blessé au visage par un tir ennemi une semaine avant la fin de la guerre, Simo se remit de ses blessures après 26 opérations sur une période de 14 mois, avant de retourner à la vie civile pour devenir fermier, chasseur et éleveur de chiens, jusqu'à sa mort en 2002. Malgré son statut de légende, renommé en mort blanche, la classe, il restait un homme modeste et solitaire, ne parlant de ses exploits militaires que très rarement.
Bon, pour la dernière histoire, j'étais obligé de vous parler du soldat le plus hors norme de toute l'histoire des armées. Imaginez un soldat avec une épée pendant un débarquement. Ce soldat, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un fou, c'est Jack Churchill, un lieutenant-colonel britannique de la Seconde Guerre mondiale et un sacré personnage. Il avait 3 objets fétiches, son épée, un arc et une cornemuse. Oui, oui, vous avez bien entendu, une cornemuse, hein, ce truc-là. Son arc, dans ses mains, était aussi efficace qu'un fusil. Imaginez-vous sur le terrain en 1940, prêt à infiltrer un village allemand. Et là, votre commandant sort un arc, tire une flèche en l'air et abat un soldat allemand d'un coup. Ça, c'était le commandement à la Jack Churchill. Et la cornemuse, un instrument étonnant hein, pour un champ de bataille. Et pourtant, lors d'un raid en Norvège, on trouvait Jack jouant de la cornemuse, même en pleine bataille navale, pour motiver ses troupes. Mais il n'était pas qu'un simple musicien. Lors d'un assaut en 1943, il a littéralement harcelé les soldats allemands avec des cris sauvages et des airs de cornemuse. Résultat, 136 prisonniers allemands, juste grâce à la pression psychologique. Mais la guerre, ce n'est pas toujours des histoires héroïques. En 1944, il est capturé, mais bien sûr, hein, il ne cesse pas à battre. Il creuse un tunnel pour s'échapper, se fait malencontreusement reprendre un peu plus tard, et doit patienter jusqu'à sa libération de prison par les Alliés. Mais contrairement à tous les autres soldats, hein, pour lui la guerre elle n'est pas encore finie. Il voulait encore se battre. Mais le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki marqua la fin du conflit. Tout cela nous montre que l'histoire de la guerre regorge de personnages incroyables, souvent mal compris, mais dont les exploits restent gravés dans la mémoire collective. Que ce soit des soldats comme Jack Churchill ou de simples anonymes comme Ivalovna, ces individus ont marqué leur époque par leur courage, leur originalité et leur détermination à défendre leur honneur et celui de leur peuple. Ces histoires nous rappellent que, parfois, la guerre ne se fait pas seulement sur le champ de bataille, mais dans l'esprit et le cœur des individus. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai encore plein d'autres histoires sur les guerriers et guerrières qui ont marqué l'histoire, alors dites-moi en commentaire si une deuxième vidéo vous intéresserait. Comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche. Et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain récit.